Nous avons le plaisir de recevoir donc Frédéric Courtade, je vais bien prononcer ton nom quand même, qui est donc responsable du GEPAN et qui a donc une longue carrière au CNES. Ça va, prêt pour l'interview? Et ben c'est parti, donc je te propose qu'on revienne sur tes débuts donc dans le secteur spatial. Si tu peux nous dire un petit mot sur tes études, ce que tu as fait comme comme premier métier avant d'entrer au CNES, voilà, nous mettre un petit peu de contexte. Oui, en fait, j'ai commencé dans le spatial. Bon, je suis diplômé en sciences des matériaux. Ma première expérience professionnelle, c'était dans une société qui s'appelait Alcatel Espace et qui a muté maintenant en Thales Alenia Space. Voilà. Donc j'avais été embauché dans un laboratoire qui s'occupait du contrôle entrée de matériaux et de matériel et de composants destinés à être employés pour réaliser les équipements spatiaux qui étaient développés à Alcatel Espace. Alcatel Espace, tout comme Thales Alenia Space maintenant, a toujours été spécialisé dans les équipements de radiofréquence, de télécommunications. D'accord. Donc ça allait vraiment bien avec ce que tu avais vu pendant tes études. Oui, c'était vraiment les matériaux. Et à cette occasion-là, j'ai eu la chance, j'ai déjà un petit peu travaillé, fait des stages, voilà, et c'est clair que j'ai beaucoup travaillé sur un outil qui m'a suivi pendant plus de 20 ans et que je continue à suivre les évolutions. C'est le microscope électronique à balayage. D'accord. Voilà, j'étais quasiment détaché au labo pour l'utilisation et le développement de techniques d'analyse à partir du microscope électronique à balayage qui était disponible donc chez Alcatel Espace. C'était une époque où ce type d'appareil sortait tout juste des labos scientifiques ou des écoles. C'était vraiment pas tout répandu dans l'industrie. Et donc, les techniques d'utilisation, avec un microscope électronique, on peut faire beaucoup de choses. Bien sûr, on peut faire des grandissements très importants, on peut faire des analyses chimiques, on peut avoir des contrastes électriques, électroniques. Enfin, il y a beaucoup d'applications grâce à cet appareil-là. Et tout ça, en fait, on l'a développé sur le terrain en faisant des analyses sur les matériaux et les composants électroniques qui arrivaient chez Alcatel Espace pour valider qu'ils étaient conformes à ce que l'on avait acheté. Ok. Voilà. Donc là, c'était vraiment une partie, en fait, vous aviez un nouvel outil pour vraiment mieux caractériser ce qu'il y avait, et il fallait, on sait pas, il n'y avait pas de notice un peu toute faite pour vos usages, il fallait développer les protocoles de tests, etc. Il y avait beaucoup de sciences qui avaient été faites autour des microscopes électroniques pour trouver les limites d'utilisation, tout ce qui est optique électronique, tout ce qui est, toute la théorie avait été bien développée et était connue, je dirais même depuis l'après-guerre, ça a commencé après l'après-guerre, les microscopes électroniques. Les Américains ont failli même en amener un sur la Lune, à un moment donné, c'était prévu. Mais après, le développement de cette technique pour faire de l'expertise sur des matériaux et sur des composants électroniques, il y avait beaucoup de choses à inventer. Moi, j'ai commencé, je dirais, ma carrière au balbutiement de ces techniques-là. Voilà. Qui est maintenant ultra répandu. C'est vrai que ça continue à évoluer, parce que l'électronique, notamment, sur le volet électronique, c'est devenu de plus en plus petit. Je sais pas, vous voyez, les puces électroniques qui sont développées sont de plus en plus petites. Les puissances qui vont avec. Les lithographies, voilà, c'est la loi de Moore. Je ne vous ai pas la loi de Moore. Donc voilà, elle est appliquée à l'électronique depuis qu'elle a été énoncée par Gordon Moore. Et puis ça ne se tarit pas. Chaque fois, on divise la taille d'une puce électronique par la surface par 4, la consommation électrique par 2, et on multiplie dans la capacité par un facteur 2 tous les 18 mois. Et tout ça, ça ne s'est jamais tari depuis, je ne me rappelle plus l'année, autour des années 60 par M. Gordon Moore. Oui, la courbe commence même pas encore à s'infléchir. Non, c'est clair. Alors maintenant, vous voyez, les dispositifs, le déclenchement, c'est quelques couches atomiques, et on est en deçà du nanomètre, et on sait même presque comment ça fonctionne. Donc les techniques d'analyse doivent évoluer pour pouvoir traquer... n'importe quel défaut, vérifier les conformités. N'importe quel défaut, c'est une chose, et également valider la techno lorsqu'elle est développée par les fabricants. Voilà. Donc ça, c'était ta première partie, donc ce qui était anciennement, ce qui est devenu du coup Thales. C'est devenu Thales Alenia Space. Il y a eu d'autres étapes, en fait, c'est devenu Thales Alenia Space. Après, j'ai travaillé dans une société dans l'automobile. Après, voilà, je change un petit peu par force aussi, parce qu'en fait, moi, j'étais embauché à Alcatel Espace juste avant ou pendant que le mur de Berlin s'effondrait. D'accord. Donc le paradigme spatial tout-puissant, course aux étoiles, développement de techniques spatiales qui était, je dirais, drainé par la compétition soviétique et américaine. Elle a connu une chute drastique au moment où le mur de Berlin s'est effondré, dans l'effondrement du bloc soviétique.
Donc, j'étais en contrat durée déterminée. On m'a dit, bon, on ne peut pas vous garder. Bon, pas grave. Ouais. J'ai rebondi chez Siemens Automotive, ça s'appelle Continental. Et là, j'étais embauché dans le laboratoire d'analyse de défaillance des composants électroniques. Voilà. Donc, donc, toujours du coup sur le côté matériaux. Côté matériaux, voilà, l'approche de l'électronique que j'ai. Moi, j'étais diplômé en sciences des matériaux, donc j'ai appris un petit peu l'électronique, surtout la physique du dispositif, comment ça fonctionne, comment fonctionnent les puces à l'intérieur des PC, des téléphones. Très intimement, jusqu'à jusqu'au transistor, voilà, vraiment très intimement. Vraiment composant de base. C'est vraiment là, on est allé au détail de au détail, sur les petites cartes. Quoi. Voilà, oui, au détail. Voilà, ce qui est dupliqué par des milliards de fois sur les puces actuellement. Ouais. Voilà. Donc là, on n'en était pas là. La techno à cette époque-là, elle était quand même beaucoup plus grossière entre guillemets. Et voilà, mon passé à microscopie électronique à balayage, les techniques que j'avais commencé à maîtriser, l'aisance que j'avais autour de cet appareillage m'ont conduit à prendre un poste à Siemens. D'accord. Et je ne suis pas resté très longtemps à Siemens, quelques mois, je ne me rappelle plus, 7 ou 8 mois, puisqu'après j'avais passé un entretien au CNES et j'ai été embauché également dans une structure qui s'appelait Laboratoire d'analyse électronique, où on faisait globalement la même chose, je dirais, mais avec les contraintes du spatial, puisque là je suis revenu dans le secteur spatial. Qui est ton secteur pendant tes études, tu avais quand même ça en tête, c'est vraiment ton secteur Oui, et puis voilà, moi mes études c'était plutôt la métallurgie et les céramiques, les matériaux composites. Dans le sud de la France, c'était pas très en vogue en fait. Donc si j'avais quelques attaches sur la région, donc si tu veux rester là, il faut bouger et apprendre autre chose. Donc voilà, ça s'est fait comme ça aussi. C'est des opportunités. Hein. On choisit pas tout, mais c'est clair que j'ai pu rentrer au CNES dans ce laboratoire. Et là, on m'a confié la responsabilité du laboratoire d'expertise électronique là, voilà, toujours pareil, autour de la microscopie électronique à balayage, autour d'instruments de radiographie très perfectionnés. Je dirais voilà, puis j'étais responsable des investissements pour poursuivre justement l'évolution des technologies. Mais je dirais quand même que le microscope électronique m'a toujours suivi, parce que à cette époque-là, comme je vous dis, il y avait beaucoup de choses étaient à inventer ou du moins à consolider. Et à Toulouse a été créé par un physicien, un prof de physique de l'INSA, une entité qui s'appelait le club MEB. MEB, microscope électronique à balayage. Voilà. Dans ce club MEB, c'est quelque chose où j'ai très vite adhéré à ce club en tant que d'abord adhérent, puis après j'ai un petit peu participé au bureau. Et après, c'était pas compatible avec. C'était plutôt pour des scientifiques. Hein, voilà, il fallait un peu plus de temps que je pouvais y consacrer. Mais ça m'a toujours suivi. Et le club MEB existe toujours. Je ne sais plus comment il va bientôt fêter ses 70 ans ou je ne sais plus combien. Pas mal, hein, et je sais que c'est cette année et je vais leur faire un exposé, mais sur mon métier actuel, une conférence sur mon métier actuel, à des gens que j'ai côtoyés et qui sont encore là et qui ont continué dans le domaine. Alors que moi, j'ai cédé là depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis quand même beaucoup moins à la page. Voilà. Ok. Donc là, c'est vraiment les études, matériaux dans différentes entreprises, mais c'est vraiment l'étude du tout petit à l'échelle des matériaux et dans différents secteurs. Avec cette entrée au CNES, du coup, c'est tout simplement une offre d'emploi, tu candidates et tu te retrouves dans ce labo. C'était des grosses équipes. Au début, on n'était pas très nombreux parce que c'était comme je vous dis, ça balbutiait un petit peu. C'était des techniques qui étaient un peu obscur pour les chefs de projet où ils aimaient bien voir les choses à leur façon, avec des photos, avec des microscopes optiques. Ça, ils arrivaient à comprendre. Bon, l'optique électronique, c'est un petit peu différent. Il faut interpréter l'image. On retrouve les indices, mais il faut prouver que ce que l'on voit, c'est vraiment quelque chose d'intérêt. Ouais. Donc, c'était vraiment le début et on a contribué avec une petite équipe à démocratiser l'emploi de ces techniques d'expertise et d'analyse, toujours autour de ces instruments-là. Et donc moi j'ai persévéré là-dedans. C'est clair que j'ai continué à travailler dans le domaine de l'expertise des composants électroniques. Donc au fur et à mesure, les composants est devenaient de plus en plus petits, les structures à détailler, à analyser, et pour déceler les anomalies potentielles, il fallait s'employer à développer d'autres technologies et d'autres techniques, on était assez à la pointe, je dirais. Donc, en fait, les analyses qu'on produisait, même les fabricants de composants électroniques, ils avaient du mal à produire la même qualité.
D'accord. Vous étiez vraiment en avance là-dessus. En avance ou tout à fait à l'état de l'art. Okay. Et on était assez... il y avait également une personne qui travaillait avec moi là, qui avait beaucoup d'idées aussi. Et globalement, on arrivait à produire des expertises qui, lorsqu'on les fournissait aux fabricants, ils nous disaient, ce truc-là, c'est quand même ça, ce que vous avez vu là, ça peut expliquer ça. Et donc, souvent, ils nous conviés à leur présenter, on allait chez les fabricants, on leur présentait nos analyses et en contrepartie, ils nous expliquaient comment était fabriqué le composant électronique. On rentrait très intimement dans le détail de la technologie. Ah, donc pour monter en compétence, c'était vraiment un échange et c'est un peu l'avantage du CNES aussi, c'est d'avoir ces échanges avec les industriels ou en tout cas ceux qui fabriquent ces choses-là et de pouvoir avoir un peu donnant-donnant. Vous aviez l'analyse et eux ils étaient capables d'expliquer parce qu'ils connaissaient la fabrication. C'est ça. Et en fait, bon an mal an, on rentrait intimement dans la technologie, nous faisait visiter les moyens de fabrication la position au CNES était assez confortable pour ça parce que nous on n'allait pas leur faire concurrence. Ils avaient plus de mal, je dirais, à faire rentrer un autre industriel dans leur ligne de fabrication que le CNES. Voilà. Donc D'accord. On voyait les machines, on voyait quel type de machine permettait la signature technologique que l'on rencontrait. Donc au fur et à mesure, à force d'analyser les composants et de comprendre comment ils étaient fabriqués, on m'a dit, écoute, c'est bien joli ce que tu fais maintenant, plutôt que d'analyser a posteriori les composants qui sont en anomalie ou que l'on cherche à caractériser, tu vas aller voir directement les fabricants de composants électroniques que l'on va utiliser et faire ce qu'on appelle des audits de fabricants. Alors, je me suis déplacé un petit peu dans le monde entier avec une petite équipe et on allait visiter les fabricants, leur poser des questions, les challenger sur les technologies, les challenger sur leurs moyens de production, les challenger sur leur chaîne de sous-traitance. De là, et pour remonter et se faire une idée de la maturité du fabricant par rapport aux besoins qu'on avait besoin, qui étaient liés à l'emploi de ces composants pour le spatial. Donc là, c'était vraiment, vous montez en compétence sur les matériaux et sur les composants. Donc là, tu t'es baladé, mais du coup, vous partiez à quoi, à 2, à 3 dans tous les fabricants du monde. On avait donc ça c'était dans le début des années 2000, on va dire. Et donc, à cette époque-là, les composants qu'on commençait à utiliser dans le spatial, pour des fonctions très complexes, c'était des composants qui n'étaient pas développés pour le spatial, qui étaient développés pour l'automobile, pour les réseaux. Et donc, on devait adapter ces composants et la qualité de fabrication et la fiabilité voulue pour le spatial. Mais on se déplaçait avec d'autres utilisateurs potentiels. Donc, on avait monté une équipe européenne avec... dans le CNES, je parle d'un premier, le dernier, mais le CNES, il y avait Thales Research and Technology qui se trouve à Palaiseau maintenant. D'accord. Ericsson, les Suédois de Göteborg, et Saab, qui était à Jyväskylä, je crois, qui eux travaillaient dans le domaine de la téléphonie et dans le domaine également de l'avionique. Ouais. Saab, c'était Saab Avionique. Ouais. Voilà. Ok. Donc là, c'est vraiment une équipe. Et il y a eu à un moment donné une personne de Safran. Alors, je ne sais plus quelle était l'unité de Safran qui a rejoint le groupe qui s'appelait Piura. Voilà, ça a été baptisé Pure et on se déplaçait avec ces 4 entités. Donc, ça permettait d'avoir une force de frappe et d'ouvrir aussi les portes des fabricants qui n'allaient pas recevoir les gens pour une utilisation minime comme on le faisait dans le spatial au CNES ou avec nos industriels. Quelques menus freloquins de composants alors qu'ils en vendaient des kyriels pour l'automobile. Par contre, la télécommunication derrière aussi, ça devait être énorme. Voilà, mais le fait d'associer le CNES, Ericsson, Saab et Thales, là, c'était une force de frappe qui nous ouvrait les portes. Ce qui fait et puis, c'était très intéressant parce qu'ils voyaient un petit peu la façon dont on travaillait et eux, ça leur servait dans leur processus d'audit interne. En fait, un audit externe servait à leur certification interne. Donc, c'était gagnant-gagnant. Ça permettait d'augmenter en qualité et derrière d'avoir vous aussi les bons composants pour les... Et du coup, niveau application, à ce moment-là, au CNES, c'était quoi? C'était pour tous, ça allait du satellite à des antennes. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les équipements pour satellite. D'accord. C'est vrai que donc satellite et sonde, le domaine des lanceurs, il était plutôt couvert directement par l'industrie. Donc avec des conglomérats qui étaient créés à l'époque et qui maintenant
sur Ariane Group, Ok. donc maintenant c'est devenu Ariane Group, et avant ça avait d'autres noms, hein, mais c'était eux qui géraient ça. Et Ariane, c'était quand même de la série, on va dire, hein, de la petite série, dont je dirais les appros de composants étaient faites au départ. Et globalement, il y avait une banque de composants qui servait à fabriquer. Sur étagère, en fait, comme sur n'importe quoi, composants sur étagère, que vous aviez vérifié que ce fournisseur, ce composant, c'était aux normes qui permettent de tenir. Il y en avait quelques-uns, mais ils avaient été caractérisés a priori, et il n'y avait pas besoin de faire des audits parce que la pro stratégique avait été faite. Voilà. D'accord. Donc ça faisait vraiment, en fait, ça permettait de mettre un peu du liant, de faire un maillage, de participer un peu au maillage du spatial, fin de la chaîne d'approvisionnement, etc. Clair. Et de s'assurer que tout marchait. Okay. Alors on travaillait. Moi, j'étais plutôt sur l'aspect, on va dire technique, hein, parce que moi, c'est vrai que on décortiquait le truc. Et après, il y avait des gens qui étaient spécialistes de l'organisation qualité, du management des sous-traitants, etc. Voilà, c'était toute la chaîne qui était évaluée. Ok, donc une première partie, déjà c'est sympa, après quelques années au CNES, de pouvoir déjà se balader comme ça dans tous les coins du monde et voir plein de choses différentes. J'ai fait quasiment le tour du monde. Ouais, et puis on partait sur des périodes, presque 15 jours des fois, donc ça nous permettait des belles opportunités. C'est là de joindre le utile à l'agréable des fois un petit peu. Voilà. C'était beaucoup l'Asie, hein. Voilà, l'Asie, les Philippines, Singapour, la Malaisie, Taïwan, Hong Kong, le Japon. Les hauts centres de technologie de ce genre de composants. L'Afrique du Nord, l'Amérique centrale et l'Europe de l'Est, voilà, c'était ça. Ok. Et donc du coup là, tu es passé matériaux plutôt côté système, et donc tu as eu toute une partie vraiment sur après les microsystèmes, ce genre de choses. C'est ça. Oui. Après, comment est-ce que tu as évolué sur le poste d'après, on va dire? Le poste d'après, voilà, c'est un petit peu la chance que l'on a au CNES, c'est éventuellement, si on fait le choix de vouloir changer, on est facilement accompagné. Voilà. D'accord. Donc à cette époque-là, il y a l'éclosion de nouvelles technologies, dans les technologies microsystèmes, et ensuite les nanotechnologies ou les mésotechnologies qui ont eu le vent en vogue, qui étaient en vogue, je dirais. Donc je me suis dit, ce serait bien de changer un petit peu et de partir sur les microsystèmes, en fait. D'accord. Donc, toujours pareil, ce sont des systèmes basés sur des procédés de fabrication de microélectronique, mais là, c'était vraiment des micro-machines, hein, des micro-interrupteurs, des micro-moteurs, des charges sismiques qui étaient... Tout ça sur une puce électronique. Okay. Voilà. Je crois qu'on va avoir une petite image justement d'un des micros sur lesquels tu as travaillé. Donc. Oui, voilà. Donc ça c'est le genre d'objet que tu manipulais. Oui, c'est une petite puce, hein, qui est en silicium, et c'est assez primaire. Hein, il y a 3 bandes, en fait, et au milieu, il y a un petit interrupteur mécanique. Donc ces 3 bandes, l'interrupteur qui est tout au centre, il fait 20 micros. Hein, donc, et ces bandes sont designées spécifiquement parce que c'est un switch qui permet un interrupteur pour couper de l'ARF très proprement. Sinon RF à très haute fréquence, et sans parasiter, et donc de faire on-off sans parasiter le réseau, le faisceau. On sait à quel point justement la télécom, ce genre de choses est maintenant utilisé dans les réseaux de télécom de façon sur Terre, hein, de façon très visuelle, hein, voilà. L'utilisation spatiale est un peu plus compliquée parce qu'on avait pas mal de problèmes de fiabilité, et lorsqu'on voit, c'est le petit interrupteur là, qui était au centre là, que l'on a préparé d'une certaine façon en utilisant le microscope électronique pour le regarder, après que l'on ait fait une coupe, une microsection, là, une coupe au droit de l'interrupteur avec un gros appareil qu'on appelle un FIB, Focus Ion Beam, qui vient faire donc permet de faire de la microchirurgie et des micro-coupes pour aller regarder la structure verticale et approcher là, typiquement quelle était la technologie du contact, quel matériau était employé pour faire le contact. Donc là on est vraiment dans l'ultra détail de tous ces systèmes, parce que là c'était de la tribologie, avec des interrupteurs qui battaient à des fréquences assez importantes, et donc il y avait l'usure du contact, le fait qu'il ne fallait pas que ça colle, il ne fallait pas que l'interrupteur il est designé sur une membrane diélectrique, il ne fallait pas que ça se charge. Et voilà. Enfin, il y avait c'est vraiment un summum technique. Voilà, là, on est dans une niche technique, mais vraiment une expertise très fine. Il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes. Enfin voilà, c'était à l'époque en plus, c'est peut-être moins maîtrisé que maintenant. On a cherché à le développer, mais au départ, on a essuyé les plâtres. Oui, c'est clair qu'on était assez peu à s'intéresser à la fiabilité des composants, parce que dans le spatial, on a du mal à réparer un vol, alors que
c'est sûr que ça, même dans l'utilisation d'un réseau terrestre, c'est largement redondé. Et donc, si quelque chose tombe en panne, voilà, le système se débrouille. Dans le spatial, on a quand même, il se débrouille un petit peu, mais de façon quand même beaucoup moins alerte, je dirais, que sur un réseau au sol. Donc, il fallait assurer un minimum de fiabilité. Donc, c'est pour ça qu'on s'est beaucoup intéressé à la fiabilité de ces microsystèmes. Mais du coup, dans ce cas-là, comment ça se passe? C'est un financement interne du CNES qui se dit ça, c'est un besoin vital, donc on va avoir telle équipe qui va travailler dessus? Ou est-ce que c'est les industriels qui vont dire, en fait, nous, on a remarqué que sur ces systèmes-là, on sait qu'on a un peu encore de mal, c'est l'axe. Comment ça marche un peu ces échanges, typiquement sur ce genre de système où c'est. Ouais, effectivement, c'est peut-être moins vital, c'est vital pour le spatial, moins vital pour d'autres secteurs. Donc, comment est-ce que vous mettez l'accent sur ce genre de développement? C'est un mélange de besoins et un mélange de financement aussi. Donc, le CNES soutient l'innovation avec des budgets qui sont fléchés. À l'époque, ça s'appelait la R&T, Recherche et Technologie. Et la spécificité de la R&T telle qu'elle était menée au CNES, telle qu'elle est toujours menée au CNES d'une certaine façon, c'est un cofinancement entre de l'argent public, donc CNES, et l'argent mis par l'industriel. Et la part du cofinancement dépend du risque pris qu'on juge qui est pris lorsqu'on entame l'action. Plus le risque est important, plus le CNES met d'argent, moins le risque est important, c'est plutôt l'industriel qui met une part plus importante. Parce que c'est quasiment une application directe après pour l'industriel, alors que le CNES met plus d'argent quand c'est de la recherche peut-être à plus long terme, explorer des voies que l'industriel ne voudrait peut-être pas explorer. Le risque est pris lorsque la techno n'est pas mûre et lorsqu'on est au balbutiement du réglage de la technologie. Donc la part de cofinancement du CNES est supérieure à la part de cofinancement de l'industriel. Il y a des règles qui sont établies, c'est le code des marchés publics. C'est pas au pif. Non, c'est bien cadré. C'est pas comme ça sur Excel, tu dis tiens, ça va être 40%. Non, c'est des choses qui sont quand même. C'est cadré en fonction de la taille de l'industriel, en fonction du secteur aussi, qui est porteur ou qui n'est pas porteur, des roadmaps thématiques aussi, qui sont celles du CNES et celles des industriels, qui sont mergées pour essayer de voir, et également celles de l'Agence spatiale européenne. Il y a beaucoup d'acteurs qui. On est au niveau européen, on n'est plus dans le microcosme national, c'est très compliqué, donc il faut merger, il faut essayer les financements sont importants, mais ils sont pas non plus, sont limités, donc il faut essayer d'employer l'argent à bon escient, en évitant de dupliquer des choses. C'est assez compliqué parce qu'il faut que tous les États, sur la construction européenne, l'Agence spatiale européenne, elle a essuyé les plâtres depuis très longtemps sur ce côté-là. Voilà. Okay. Voilà. Donc ça fait partie là où il faut réussir à éviter les grains de sable et mettre quelque part, c'est un peu de la diplomatie. Ok. Voilà, c'est clair. On avait des diplomates pour ça. Voilà. Chacun son. Il y a les experts techniques, et il y a aussi les diplomates. Alors, tu nous as, en parallèle de ça, alors tu as ramené une image qui est assez sympa. C'est toi en train d'enquêter sur. Je vais la mettre, pardon. Sur donc une antenne. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc, parce que du coup, en parallèle de ces systèmes, il y avait aussi ce côté enquête. C'était quoi? Donc, cette partie de. Moi, je commençais à avoir pas mal d'expérience au niveau du laboratoire et dans certains cas, comme dans celui qui est à l'écran, on était confronté à des commissions d'enquête sur incidents, un incident grave qui impactait un projet, un satellite qui était très avancé, en phase de développement très avancée. Et l'incident a été jugé suffisamment grave pour impacter le planning. Le risque que ça ne marche pas a été très important. Donc les chefs de projet et les dirigeants ont déclenché des commissions d'enquête tout à fait officielles avec un groupe d'enquête et un président, en l'occurrence c'était moi sur cette affaire-là. Okay. Et on était mandaté un certain nombre d'heures pour poser le crayon sur tout ce qu'on faisait et se concentrer sur l'anomalie qui était vitale pour le projet, il était vital de la résoudre. Et dans ce cadre-là, c'était un problème sur une antenne Argos. Donc Argos, le système de traçage de localisation de faune qui est développé par le CNES depuis très longtemps en fait, et donc l'antenne vous la voyez là, partie blanche, lorsqu'elle était montée sur le satellite qui
qui avait connu l'anomalie, hein, donc avant qu'il soit lancé, bien sûr. Parce donc que là, c'était c'est un test au sol, c'est vraiment ça. Un test au sol, on se rend compte qu'il y a une défaillance, et donc là c'est branle-bas de combat, on veut pas que ça prenne trop de retard, on a des experts, on les détache complètement pour qu'ils aillent mettre à leur profil d'expertise et comprendre ce qui se passait sur ces antennes. Dans ce cadre-là, l'antenne était tombée en panne, elle était cassée, elle ne fonctionnait plus, et puis elle s'est remise à fonctionner. D'accord. Donc, s'il n'y avait pas d'antenne, pour Argos, c'est pas la peine de lancer le satellite. C'est pour ça que la réception venait de là. Donc, le chef de projet et le management a dit, là, il faut comprendre ce qui se passe. Donc, ils ont démonté cette antenne le modèle de vol, ils l'ont remplacé par le modèle de rechange, mais ils se sont dit, mais ce modèle de rechange, on n'a pas compris ce qui s'est passé sur l'antenne de vol, là. Pourquoi, si on met ce modèle de rechange, si c'est pareil, il n'y a aucune garantie. Aucune garantie. Voilà, donc on était attaché à dépioter ce modèle de vol et essayer de comprendre pourquoi l'antenne était tombée en panne. Bon, on a trouvé la solution, hein, je ne rentre pas dans les détails. Et donc après, il a fallu mettre en place des mesures pour vérifier que ce que l'on avait rencontré, ce qui s'était passé sur l'antenne, qui est un défaut de fabrication, n'était pas sur l'antenne qui était montée sur le satellite. Voilà. Donc on a dû intervenir, démonter l'antenne du satellite, faire une batterie de test, ne pas la salir, se réinsérer dans le planning. Enfin bon, tout ça, après, il n'y a pas que moi qui gérais tout ça. En fait, c'était l'équipe projet, on travaillait en interaction avec eux. Ah, c'est intense, du coup, là, c'est un peu vraiment, j'imagine que c'est des périodes où il faut pas chômer, il y a vraiment un planning à respecter, et c'est dans une grande machine, on va dire. Voilà. Donc, c'était pareil quand j'étais chez Siemens, ou alors c'était l'automobile, alors c'était la production, c'était la grande série, et moi je me rappelle, on était impliqués aussi, ça s'appelait des alertes rouges en production. Ok. L'alerte rouge en production, lorsqu'on vous la posait sur le bureau, elle était imprimée sur une feuille rouge. Ok. Et cette feuille rouge, il n'y avait pas intérêt qu'elle reste longtemps sur votre bureau sans que vous y... Parce que sinon après ça chauffait, les chefs... Tous les chefs, ils regardaient que cette feuille rouge, tout le monde la traite dans la chaîne pour arriver au délai. Ça s'appelle les alertes rouges. Okay. C'est un petit peu pareil. Bon là, le timing est un peu plus confortant le spatial, et encore... Et chez Siemens, quand la ligne de fabrication s'arrêtait, ils ne fabriquaient plus. Donc il n'y avait pas intérêt, c'était de la perte. Okay. Quoi. Voilà. Puis surtout sur de la grande série, si on ne sort pas d'un nombre de produits, c'est impactant. Ok, donc là on a pu voir donc, les matériaux, les microsystèmes, en parallèle donc ton expertise, parce que tu étais de plus en plus compétent dans ce domaine, tu avais eu l'occasion de voir plein de choses. Et donc après, on va, pour tous ceux qui veulent en apprendre, on va en venir au GEPAN, on va en venir sur toutes les enquêtes, etc. Mais il nous reste encore on va dire, peut-être 2 grosses étapes. Donc après, il y avait tout ce qui était plutôt les gros mécanismes spatiaux, ce genre de choses. Est-ce que j'ai raté une petite étape? Non, d'abord j'ai changé complètement d'orientation. Bon, voilà, je me suis... les composants, enfin les matériaux, les composants, la microélectronique, les microsystèmes, les nanotechnologies. Bon, je ne peux pas aller plus bas. Hein. L'échelle du tout petit. Ah oui, non, c'est vrai que c'était une ligne, mais c'est plutôt... Oui, voilà. J'ai fait un petit peu les nanotechnologies aussi. Ouais. Voilà. Donc je me dis, je vais changer. C'était bon. Donc... pareil, je vais voir mon manager, il dit écoute, moi j'ai fait le tour là, qu'est-ce que j'ai envie de changer. Puis il m'a dit écoute, tu vas repartir, comment ça s'est passé? Oui, le CNES dispense des cours de technologie spatiale. Alors ça s'appelle plus comme ça maintenant, si je vais me... Tech for Space, je crois que ça s'appelle maintenant. Ok, d'accord. Donc c'est toujours en cours. C'est toujours en cours. Donc ils dispensent des cours qui sont ouverts à tout le monde. Et il y a quelques places qui sont réservées pour les gens du CNES. Et écoute, va voir ce que fait ailleurs. Et puis tu verras. Ça t'aidera à choisir si tu veux changer. Peut-être que tu trouveras quelque chose. J'ai assisté à cette formation. Ça dure 15 jours, 2 fois une semaine, où on balaye tout. De la mécanique spatiale au métier que je faisais, en passant par les cours systèmes, les cours projets, la radiofréquence, l'informatique, enfin bon. Donc on voit tout ce qui se passe. Toutes les techniques de base et même plus de ce qu'il faut maîtriser pour bâtir un projet spatial, même les données, l'aval, etc. J'ai fait ça, puis après je suis reparti dans ma tanière au laboratoire, je continue un petit peu, puis après je commençais à connaître pas mal de monde aussi, puis j'ai vu qu'il y avait des gens qui bougeaient, qui changeaient, et je me suis intéressé donc à la planétologie.
Bon, ça m'a toujours intéressé quand même. Je ne suis pas rentré dans le spatial par hasard. C'est vrai que bon, là, j'étais infiniment petit. Je m'occupais je coupais les composants en 4, je dirais. Mais ça m'a toujours, les planètes, le cosmos. C'est ce qui fait rêver. C'est un peu dans l'imaginaire de quand on est enfant, qu'on pense à l'espace. Bon, je m'étais vachement éclaté à ce que je faisais là, et puis j'arrivais à me tenir au courant de ce qui se faisait par ailleurs. Donc bon, ok, il n'y a pas de souci. Mais là, je me suis dit, on va essayer d'y rentrer. Si j'ai l'occasion, autant y a. Donc un poste s'est libéré. C'était le poste de responsable justement de la R&T, de ce que je vous ai parlé, mais sur un axe technique qui s'appelait la planétologie et l'exobiologie. Alors là, j'étais dans mon... Alors si tu devais définir, peut-être pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi la différence? Planétologie, exobiologie, qu'est-ce que ça couvre un peu comme domaine peut-être? Alors la planétologie, c'est aujourd'hui l'étude dans les sciences de l'univers des corps du système solaire. D'accord. Voilà. Et l'exobiologie, c'est la recherche de traces de vie ailleurs que sur Terre. Alors, quand on dit les corps, c'est vraiment l'étoile, ça va être le système solaire. Il y a le système solaire au niveau planète. Okay. La science du Soleil, c'est notre domaine consacré. Okay. La planète, c'est vraiment la planète. Voilà, c'est vraiment les planètes, dont les planètes telluriques, les planètes gazeuses, les comètes, les lunes, enfin tout ce qui est corps céleste hors Soleil, on va dire. Et l'exobiologie, c'est la recherche de traces de vie ailleurs que sur Terre. Donc, en étant humble déjà dans le système solaire et maintenant, ça a beaucoup évolué avec je dirais, c'est très dominant l'exobiologie, je dirais, dans les sciences de l'univers, en essayant de détecter des terres ailleurs qui tourneraient autour d'autres étoiles. Voilà. C'est le fameux, on a détecté une planète habitable. Enfin voilà, c'est un peu dans le grand public, on va en reparler aussi de tout ça, mais avec le GEPAN. Voilà. Okay. Mais c'est clair que voilà, donc là ça m'a changé complètement, mais bien que j'étais quand même assez j'aimais ça, donc j'étais au courant, et là je suis parti dans un autre monde. Et là c'est plus le monde du plus petit. Déjà, c'était un peu plus gros. Et on travaillait directement avec les laboratoires scientifiques. Hein. Donc, la majorité sont des laboratoires scientifiques qui sont rattachés au CNES, avec, on appelle ça des laboratoires associés, qui ont des capacités de recherche scientifique, c'est-à-dire très théoriques, on va dire, mais également des capacités pour réaliser des instruments destinés à être montés sur des sondes spatiales pour aller explorer d'autres corps célestes dans le système solaire. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'aspect sonde, un peu l'aspect tout ce qui était télescope, observation de la Terre, c'est un peu à part ou ça rentre aussi dans ce cadre-là? L'observation de la Terre, c'est notre thématique. D'accord, voilà. Donc là, c'était vraiment sur les sondes envoyées dans l'espace pour aller observer. La planéto, l'exobio, ça fait partie des sciences de l'univers. Voilà. Alors que l'observation de la Terre, c'est une thématique qui est couverte au CNES, bien sûr, mais qui est une thématique à part entière. Je voulais dire plutôt observation depuis la Terre, typiquement les télescopes qui vont aller. Ça rentre aussi. Non, c'était plus ça. Là, c'était vraiment les sondes. Dans le domaine, lorsqu'on monte un projet spatial, la composante sol avec tout ce qui est sur Terre, les télescopes, les radiotélescopes, ça sert également. Hein, donc il y a un lien qui est fait. Mais non, sauf que le CNES ne s'est jamais occupé des moyens d'affaires sol. Il y a quelques financements qui vont pour justement maintenir des moyens sol pour aider aux projets spatiaux, mais c'est vraiment la composante spatiale qui est voilà. C'est bien d'en parler comme ça. Voilà, on dissocie bien les choses. Ça alimente un petit peu pour savoir ce qu'on va faire, mais en tout cas le CNES c'est vraiment la sonde dans l'espace pour aller observer. On s'en occupe bien sûr, mais c'est pas nous qui sommes garants des technos, voilà. Et donc voilà, donc c'était travailler avec ces labos dans le développement de nouveaux instruments, puisque c'est de la recherche et technologie, puis et de nouvelles techniques aussi dans l'exobiologie. Là, je me suis frotté à des domaines que je ne connaissais pas. Hein. J'ai travaillé avec des médecins, des vétérinaires, des gens qui font qui bâtissent des protocoles au cas où on ramène un échantillon qui aurait ça va assez loin du coup. C'était ça. Donc on développait des systèmes, par exemple, de quarantaine, hein, voilà, on ramène quelque chose de Mars, on ramène quelque chose d'Europa. Qu'est-ce qu'on en fait? Qui c'est qui va signer pour dire on l'amène sur Terre? Je ne sais pas si vous avez vu le film Life, mais ça se finit mal, la fin. Ça se finit mal. C'est un petit peu ça, voilà, c'est un petit peu la thématique. Bon, il n'y a pas que ça, mais donc ça couvrait beaucoup de choses, à la fois donc les instruments, les protocoles d'analyse, la sécurisation, la protection un petit peu des planètes aussi, pour pas aller. L'exobiologie, c'est bien joli, mais il faut pas, quand on va sur une planète ou sur un corps stellaire, amener-nous des traces de vie et dire on a trouvé quelque chose, mais finalement c'est nous qui avons amené les bactéries. Voilà, tout ça c'est un domaine qui est très lié. Où en étais-je? Oui, et l'opportunité aussi s'est ouverte pendant que j'ai pris ce poste en recherche technologique. Il y a un projet qui a démarré
qui s'appelait JUICE. Alors tu dois avoir l'image va apparaître. Une info. JUICE, donc voilà, JUICE, donc c'est l'acronyme anglais pour Jupiter Icy Moon Explorer, donc l'explorateur des lunes glacées de Jupiter, qui est une sonde sous maîtrise d'œuvre de l'Agence spatiale européenne, dans lequel 17 pays étaient impliqués pour fabriquer ce qu'on appelle la charge utile scientifique, donc tous les instruments qui sont déployés sur cette sonde pour aller explorer donc, les lunes glacées de Jupiter. C'était la première fois? Ça n'avait jamais été fait avant? C'est la première fois que l'Europe y va toute seule. Ouais. Okay, voilà. Donc c'est clair, jusqu'à présent, on a besoin des porteurs américains ou russes pour voilà, s'extraire, gérer de l'attraction terrestre et avec une bonne vitesse de libération pour aller explorer les autres corps célestes. C'est la première fois que l'Europe se dote d'un véhicule complètement autonome avec des technos européennes. Il y a eu la sonde auparavant, il y avait eu la sonde Rosetta qui a fait beaucoup de... Vous avez entendu parler, ouais. Avec un petit rover Philae, un rover, c'est pas un rover, c'est voilà, un atterrisseur. Un atterrisseur voilà, qui s'est posé sur une comète, mais c'est la première fois qu'on essaye d'aller aussi loin. Et donc moi je m'occupais pas de la plateforme, c'est-à-dire tout ce qui permettait d'y aller. Les panneaux solaires qui est très grand, voilà, le dimensionnement des panneaux solaires est très important parce qu'on est très loin du soleil. Il y avait 90 mètres carrés de panneaux solaires. Et ça c'était la plateforme un peu taxi, vous occupiez vraiment de l'instrument. Moi je ne m'occupais pas de ça, moi je m'occupais de la contribution française parmi les 17 pays qui contribuaient à fabriquer des instruments, hein, donc au niveau européen bien sûr et au niveau mondial. Hein. Donc c'était des collaborations internationales. Ouais. Donc on travaillait on était impliqués sur 5 instruments, très fortement sur 5 instruments, à des degrés divers. Un instrument, on était même responsable complètement de la livraison et de la réalisation. Et donc voilà, on apprend à travailler avec des partenaires. Hein. Dans le domaine des sciences spatiales, c'est vraiment ce qui est encouragé et ce qui fait que ça fonctionne. Hein. C'est de travailler avec de façon bilatérale ou multilatérale avec plein de pays, hein, qui ont leur pratique, qui ont leur industrie, qui ont leur façon de faire, qui ont leur labo. Et il faut s'insérer là-dedans sous une base il n'y a aucun échange d'argent, c'est sur la base du best effort, donc il faut faire confiance à chaque pays qui va mettre les sommes qui vont bien pour arriver à ces fins. Donc, on veut voir, mesurer quelque chose. Enfin, il y a des scientifiques qui ont une idée pour montrer quelque chose, de mesurer des choses. Comment on va le faire? Qui s'en occupe? Enfin voilà, c'était un peu coordonné tout ça. Chaque instrument avait un leader, hein, donc 10 instruments sur JUICE, donc on va dire 5 avec une participation française, même 6, mais on va dire 5. Et donc le leader, ça s'appelle le PI, le principal investigator. Ça s'appelle comme ça. Le leader, c'est le grand scientifique, le grand... le gars qui maîtrise la science, qui dit la science qu'il veut faire et qui met... scientifique en chef. Ah oui. Voilà. Et dans le cadre de la responsabilité de l'instrument français, moi, le PI avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, ça aussi, c'est quand même... C'est Yves Langevin. Donc Yves Langevin, qui est un brillant physicien ou astrophysicien, voilà, qui vient d'une lignée... voilà, sans vouloir faire, voilà, c'est l'arrière-petit-fils de Pierre-Marie Curie, petit-fils de Frédéric Loewe-Curie. C'est dans les gènes, quoi. Et qui lui-même est une personne extraordinaire. C'est une personne très brillante qui est passionnée par ça, hein, qui travaille ici aussi à Orsay, là, enfin, qui est un peu âgé maintenant, mais il les mérite. Donc moi j'ai eu la chance aussi de travailler avec lui, qui lui pilotait. Lui il voulait faire sa science. Bon, il était un peu plus âgé que moi, donc il avait aussi sa façon de vouloir imprimer sa marque. Il faudra quelqu'un qui a plus d'expérience. Voilà. Et puis moi c'est la science, toi c'est la technique. Je dis à un moment donné il faut que la science et la technique se rejoignent parce que sinon on va faire peut-être le plus bel instrument du monde, mais on va rater le départ parce que ça arrivera trop tard. Donc c'était un travail très très quelquefois acharné, hein, pour faire valoir stop, il faut arrêter, sinon il ne faut pas aller plus loin, sinon on va rater le départ. Et la spécificité de développement de JUICE, c'est un des projets spatials de telle envergure, hein. JUICE c'est 1,5 milliard, hein. C'est pas voilà. Puis le côté européen, voilà, se montrait, il y avait beaucoup d'enjeux derrière, un peu même politique. Voilà, donc, beaucoup, et surtout
l'Agence spatiale européenne donc, maître d'ouvrage, avait décidé, au travers de son chef de projet et du haut management de tout ça, de dire il n'y aura pas de retard. Il n'y aura pas de retard. JUICE partira à l'heure. Donc il faut livrer à l'heure. Et c'est pas habituel. C'est même inhabituel. Le spatial a toujours un peu pris l'habitude d'avoir quelques mois de décalage. Donc il y avait tous ces laboratoires qui disaient oui, on va partir, oui. Non, là, cette fois-ci, c'est vrai. Faut y aller. Je peux vous dire, heureusement qu'il y a eu le Covid pour arrêter Non, mais c'est heureusement. Voilà. Malheureusement, il y a eu le Covid, je dirais. Mais pour le programme. Mais pour le programme, je dirais, il y a eu un an de flottement entre la date escomptée pour le lancement et le lancement officiel, qui a eu lieu en 2023, qui ont permis, je dirais, de permettre à tous les instruments de rattraper le retard qu'ils avaient, parce que la plupart avaient pris cette habitude de dire tout le monde nous le dit que ça va partir à l'heure, mais ça part jamais à l'heure. Voilà. Okay. Et là, c'est parti à l'heure. Donc, le chef de projet, qui était un Italien, l'a basé à Noordwijk en Hollande, c'était un manager hors pair qui a tenu, qui a mis l'argent qu'il fallait aussi pour tenir les délais. Et je vous dis, sans l'intermède du Covid, on aurait presque pu partir dans les délais impartis. Et on ne pouvait pas partir n'importe quand, parce que le voyage vers Jupiter et ses lunes, on ne peut pas partir n'importe quand. Il y a des fenêtres de tir. Et donc Yves Langevin, qui était en plus d'un brillant scientifique, avait des compétences en mécanique céleste et en mécanique spatiale et orbitographie. C'était quasiment lui qui maîtrisait suffisamment les trajectoires à faire, hein, donc les phases de décollage, les phases d'assistance gravitationnelle autour des planètes pour prendre de la vitesse, s'échapper de l'orbite terrestre. D'accord. Et ensuite voguer vers Jupiter. Et donc, il y avait des fenêtres de tir. Si on partait en 2022, si on y arrivait dans 8 ans. Si on part en 2023, c'est 8 ans et demi. Si on part en 2024, c'est 12 ans. Donc, c'est pas pareil. Non, mais c'est pas pareil. C'est aussi pour ça qu'il y a les enjeux de partir. On peut partir en 2024 et mettre 12 ans. On n'est plus à 4 ans près. Mais si vous mettez 4 ans de plus, il faut mettre plus d'ergols, plus de carburant. Il faut dimensionner les batteries différentes parce qu'il y a des phases d'éclipse. C'est plus le même produit. C'est plus le même produit. Donc, si on doit rajouter des trucs, on enlève des instruments scientifiques. Et alors, qui accepte de rogner sur son instrument? Personne. Donc voilà. D'où l'intérêt où ça motive après peut-être derrière. Donc voilà. Ok, donc c'était vraiment ton rôle, un rôle assez génial de plein d'interactions pour avoir puis un bel objet du coup en plus. Tu étais avant sur du tout petit, on n'avait pas un peu la vision d'ensemble. Là, tu avais la vision d'ensemble d'un produit c'est clair, assez quand génial. j'étais voir JUICE chez Airbus en fin d'intégration, c'est sympa de voir là plus de 5 tonnes le truc. Donc, c'est un bel accomplissement. Ouais. Et il est parti en 2023. Là. Okay. Et il va arriver dans 8 ans et demi. Sympa quand même. C'est des projets si long terme, c'est incroyable. C'est l'avantage du spatial aussi. Et du coup, reconversion réussie, c'est un truc qui t'a beaucoup plu. Ouais. Alors, on va peut-être accélérer un petit peu sur la partie pour passer jusqu'au GEPAN. Tout le monde finalement. Non, tout est intéressant. Tout est intéressant, mais on va dire sur le côté sur la GEPAN, c'est vrai que les plus gros questions étaient effectivement. On a des petites demandes dans le chat, donc on va peut-être passer. Donc après, tu as une partie aussi, donc manager, contrôle des software, etc. Je rentre pas dans les détails. Après, j'ai différents postes et avant d'arriver au GEPAN. Voilà, j'ai pris une expérience de management de domaine des mécanismes et des équipements du SCAO. Je rentre pas dans le détail. Donc ça, c'est des équipements pour les plateformes en fait, pour la stabilisation des satellites et les mécanismes. Voilà. Donc ça montre un peu, en tout cas, on en arrive au GEPAN, mais c'est une carrière super construite. T'as pu te réorienter, faire plein de choses. Et donc effectivement, toutes tes expériences t'ont permis d'acquérir des expériences sur le management. T'avais fait une partie enquête et donc t'as réussi à tout mettre en commun au moment et à tout appliquer quand le poste du GEPAN s'est libéré. Donc le CNES recrute les managers du GEPAN sur des gens qui ont de l'expérience. Ça veut dire des cheveux blancs. Hein. Beaucoup d'années au CNES déjà. Et c'est un poste qui est quelquefois qui est convoité, hein, c'est clair, hein, et qui peut être remis aussi. Mais enfin voilà, je crois qu'on était 7 et puis on m'a choisi. Donc moi j'étais honoré de prendre le poste. Et une nouvelle aventure démarre. Hein. Donc ça c'était en quelle année? Là, C'était en janvier 2024. 2024, donc ça fait un peu plus d'un an et demi, voilà. Ouais. Okay. Et donc une nouvelle aventure commence. Moi je connaissais le GEPAN avant de rentrer au CNES. Hein.
D'accord, Moi, t'en avais je- déjà entendu, voilà. Voilà, donc ça rejoint un petit peu pourquoi le GEPAN a été créé aussi. Je ne sais pas si on peut en venir là. Ah oui, Voilà. exactement, Voilà. on peut commencer par ça. Donc, Voilà, le GEPAN GEPAN. a été créé en 1977. D'accord, Donc moi j'étais jeune à cette époque-là, mais j'avais entendu parler du GEPAN. Et pour te dire, hein, quand je suis rentré au CNES plus tard, je me suis dit, j'ai vu qu'il y avait le GEPAN au CNES, je me suis dit, si le GEPAN est au CNES, ça veut dire que le CNES c'est une bonne boîte. ouais. Voilà. Ok, d'accord, Voilà. donc c'était un des Bon. arguments qui avait pu jouer. Après au fait que- j'ai vécu ma vie comme je vous ai raconté là, longuement, mais il est clair que je connaissais un petit peu, sans trop savoir ce qui s'y faisait. Et donc le GEPAN a été créé en 1977, donc je dirais c'est une initiative à la fois politique et scientifique. Donc, en 1977 et un petit peu avant, il y avait des vagues d'OVNI, d'observation d'OVNI, qui étaient recensées, des vagues assez célèbres, qui sont assez documentées même sur Internet, alors que c'est très ancien. Et il y avait des gens qui avaient beaucoup d'explications sur tout ça. D'accord. Et Il y a des choses qui étaient observées, des personnes qui commençaient à monter à faire un petit scénario autour de tout ça. Voilà. Donc, 2 chaînes d'information, ok. dont une chaîne où il y avait un présentateur qui avait une idée bien conçue de ce que ça pouvait être. Voilà. D'accord. Et je dirais, voilà, donc tout ça, la population se plaignait de ne pas avoir de réponse à ce que ça pouvait être. Et donc, une initiative a été au crédit de monsieur qui s'appelle Robert Gallet, qui était le ministre de la Défense du gouvernement Giscard, qui a dit ça serait quand même bien qu'on ait une étude un petit peu rationnelle de tout ça. Et les scientifiques qui étaient très méfiants sur les ovnis, les extraterrestres, tout ça, bon, ils étaient quand même assez méfiants. Ils ont dit, bon, quand même, sauf une personne qui est l'acte fondateur du GEPAN, qui s'appelle Maurice Lévy, donc, qui est un éminent scientifique, bon, qui est décédé maintenant, mais qui a été le créateur de la Cité des Sciences à la Villette, notamment, et qui l'a présidé, et qui était également un grand vulgarisateur, et qui a pris la présidence du CNES, et qui a dit banco. Moi, scientifique, je apporte la caution comme quoi c'est intéressant de travailler là-dedans. Donc le GEPAN a été créé. Il a été rattaché officiellement à l'organigramme du CNES en 1977 par monsieur qui s'appelle Hubert Currier, qui était très ouvert aussi et qui a donné sa chance aussi au GEPAN parce que c'était très, très osé. Il y a beaucoup de gens réfractaires. Enfin voilà, ça casse un peu les codes quand même. C'est le seul organisme officiel au monde qui a un service qui s'occupe des ovnis, globalement. Il faut quand même faut oser l'afficher. C'est une fierté, et voilà, c'est quand même... Voilà, et puis, ça a du succès. Enfin, voilà, on va parler d'émissions, mais c'était... Voilà, et même si on se dit on va faire une première, les gens disent quand même, bon... Vous êtes sûr de vous, quand même, faut pour écorner l'image scientifique du CNES, il n'y avait rien de tel si ça se passait mal. Voilà. Voilà. Donc, il fallait les gens aussi derrière qui croyaient, qui avaient suffisamment de bagages pour faire ça bien. Voilà. Donc 77, rattaché au CNES. Rattaché au CNES, oui. Et donc le GEPAN a vécu sa vie pendant pas mal d'années avec, je dirais, un traitement assez scientifique des observations. Et donc les scientifiques s'étaient saisis de tout ça. Bon, ils n'y trouvaient pas leur compte, en fait. Parce que, bon, un scientifique, ce qu'il veut faire, c'est publier. Voilà, et publier sur des ovnis, sur des observations, bon, on peut publier sur la façon de les détecter, on peut publier, mais c'était pas quelque chose qui leur permettait de développer une science, je dirais, et de se faire une carrière, ou du coup ça contribue à leur carrière. Donc le GEPAN a été très en vogue au début, et ensuite il a un petit peu décliné, je dirais, au niveau des activités, c'est un petit peu en désuétude, jusqu'à une époque donc assez contemporaine, c'est 2001, où le président, le directeur général du CNES et également le président, a ordonné un audit du GEPAN. À cette époque, le GEPAN, il n'y avait pas de I. D'accord, c'était GEPAN. Voilà, GEPAN, voilà. Un audit pour dire, qu'est-ce qu'on fait de ce truc ? Est-ce qu'on l'arrête ? Ou est-ce que ça vaut le coup de le garder, mais il faut le changer. Voilà. Donc, il y a une personne qui s'appelle François Louange, qui était un gars qui travaillait sur la photo-interprétation d'images, qui était assez... Voilà, qui est une sommité aussi, qui a été chargé de cet audit, et qui a donc interrogé les scientifiques, les ingénieurs, la presse, le grand public, les psychiatres, les psychologues, les sociologues. Il a faire tout le tour du sujet pour voir ce qu'on allait faire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il a fait un rapport d'audit, et ce rapport d'audit a été présenté donc au président du CNES de l'époque, et qui a dit
qui a suivi les recommandations du rapport et qui a dit OK, le GEPAN continue, ça serait très dommage de l'arrêter parce qu'en plus ça aurait été une agitation, enfin ça aurait été terrible parce qu'il y avait déjà des histoires de complot, des choses comme ça. Si vous arrêtez quelque chose qui est comme ça, bon. Donc ils ont choisi de continuer en lui assignant une mission de beaucoup plus transparente en fait. D'où le I d'information qui a été rajouté. Et c'est à partir de là qu'une nouvelle ère a débuté avec le GEPAN moderne, je dirais, qui s'est construit à partir de 2005. D'accord. Donc ça fait 20 ans que ça fonctionne à peu près de la même façon, avec un site web qui a été ouvert et une transparence totale sur tout ce qui est traité au GEPAN. Et pas simplement sous l'aspect scientifique, mais également avec un client privilégié qui est le témoin, celui qui a vu. Et ça change beaucoup de choses par rapport à l'origine, où c'était le traitement de l'observation, il était vraiment pour essayer de déterminer ce qui pouvait être scientifique et exploitable d'un point de vue scientifique. Bon, là, l'humain est remis au centre. La réponse au témoin n'était pas... Alors que moi, mon client, c'est le témoin. Et bien sûr, on fait information de la population. Il y a le I qui, en fait, le témoin pas avant, qui là est remis au centre vraiment des activités. Donc, on continue à faire des rapports d'enquête. Ils sont tous disponibles sur le site, qui ont une vocation bien sûr scientifique. Les gens peuvent l'exploiter de façon scientifique, mais à la fin, la conclusion, on répond au témoin. Vous avez vu ça, vous n'avez pas vu ça, et c'est ce qu'il a. Donc voilà la mission du GEPAN. C'est bien résumé, parfait. Et du coup, suite à, est-ce que tu nous dis que c'est tes clients, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur peut-être le déroulement justement d'une enquête, comment est-ce que ça... Alors peut-être avant ça, ou comme tu préfères, on peut faire soit le déroulement d'une enquête, soit comment elle est structurée en fonction des personnes, parce que il y a un petit peu les deux questions. La structure, on peut commencer par ça, les deux me vont. Voilà, donc du coup j'ai une petite image sur, donc vous êtes plusieurs à la fois donc, dans la structure et vous appuyez sur des bénévoles, c'est ça? Je retrouve l'image. Oui, voilà, donc mon travail est au-delà d'animer une petite équipe. On est 3, on va dire, donc on n'est pas nombreux, de staff CNES, payé par le contribuable pour travailler sur ça. Mon travail, c'est d'animer donc plusieurs groupes, donc qui sont résumés sur cette image-là. Ouais. Donc le GEPAN est au centre, bon, c'est mis au centre. Et moi, je suis chargé d'animer les groupes, donc qui déjà pour trouver donc des services de l'État, les services de l'État qui nous aident dans les enquêtes que l'on fait. Donc on a des partenariats bien sûr avec déjà l'expertise du CNES, dans le domaine spatial, dans tout ce qui vole au-dessus dans les orbites et partout où la France a un intérêt est surveillé depuis le CNES bien sûr, et il surveille aussi les collisions potentielles avec d'autres vaisseaux, d'autres satellites. Donc ce service qui s'appelle le Centre opérationnel de surveillance de l'espace nous apporte une expertise sur tout ce qui peut conduire à une observation. D'accord. Soit des satellites en visibilité, soit des rentrées atmosphériques, soit des bolides, des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment tout ce qui se passe dans l'atmosphère. Donc ça, c'est un service au-dessus de 100 km. Ouais. Bien, voilà. Et ensuite, on s'appuie sur d'autres services. Donc on a des partenariats qui sont liés avec la Gendarmerie nationale, notamment, qui est le partenaire historique du GEPAN, même sans le I, donc même avant le GEPAN. Okay. C'était eux qui prenaient des témoignages. Donc on a continué à nouer un partenariat avec eux et des dispositions sont laissées auprès des gendarmes. La direction de la Gendarmerie nationale travaille avec nous pour que les gens qui ont vu des choses puissent déposer avec une méthodologie qui nous permette derrière d'enquêter. D'accord. Et ensuite, on profite bien sûr de la présence sur le terrain de la gendarmerie, donc, qui nous aide au cours des enquêtes. On peut les solliciter, ils nous répondent, et ça fait partie du partenariat. Ils ont un maillage tellement... Ouais, voilà, ça permet d'être en direct avec la localité. L'armée de l'air et de l'espace. Donc là, ça rejoint ce dont vous parlez. Donc, notamment, on a un partenariat très étroit avec le CAPCODA, donc le Centre d'air de planification et de conduite des opérations de défense aérienne. Défense aérienne. Attention, il y a un truc militaire que tu ne sais pas, Alexandre. Il y a le CDOA et le CAPCODA. Donc ces gens-là, c'est là, ça, déjà, au niveau national, ça assure la police du ciel. Donc c'est la surveillance de l'espace aérien. Donc ils mettent à notre disposition toutes les traces, grosso modo les radars, radars primaires qui sont déployés sur le territoire, et donc on peut interroger le CAPCODA en tant que de besoin pour avoir des traces d'aéronefs qu'ils auraient pu détecter au moment de l'observation pour voir si c'est pas quelque chose qui est lié avec le trafic aéronautique. C'était pas juste un avion de chasse qui était passage au-dessus. Voilà. Voilà. Donc j'ai appris qu'il y avait quand même 14 000 aéronefs qui survolent le territoire national tous les jours.
beaucoup. Donc, Et sans compter les drones et ceux qui ne voient pas. Hein. Donc, il a recouper toutes les trajectoires, une plage de temps, etc. Enfin, voilà, ça peut déjà donc, être eux, ils ont tous ces outils Okay. et ils nous fournissent ça. On travaille également avec Météo France. Donc, Météo France, partenariat avec eux également sur les données météo, les événements climatiques exceptionnels, les données de modélisation, les vents en altitude, la nébulosité. Fait, tout ça, on a une situation très, très, très claire au moment de l'observation qui nous est fournie. On travaille avec la délégation générale de l'aviation civile aussi. Donc, pareil, on a les traces radars au proche des aéroports et la délégation générale de l'aviation civile, il y a des dispositions qui ont été laissées de façon officielle aussi pour que des pilotes et des gens du contrôle aérien puissent déposer librement, sans contrainte. Y compris que dans certains cas, des gens qui voient des choses qu'ils ne comprennent pas, on pourrait remettre en question leur intégrité pour piloter. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est la DGAC ouvert, officiellement dit si vous avez vu quelque chose, vous le remontez. Vous le remontez, voilà. Et on travaille également avec le CNRS, donc sur tout ce qui est astronomie, le corps des astronomes CNRS, sur tout ce qui est événements, je dirais, d'ordre astronomique, hein, voilà, des événements particuliers, des comètes, des choses qui pourraient apparaître, des conjonctions de planètes, voilà. Et également le CNRS sur une discipline qui est très exacerbée, je pense, c'est la psychologie cognitive et la psychologie clinique aussi, quelquefois, mais surtout la psychologie cognitive avec un laboratoire qui est basé à Jean Jaurès, à l'université Jean Jaurès notamment, qui travaille sur la cognition, le langage, l'ergonomie. Et ces gens-là nous aident à traiter les témoignages, puisque nous, notre matière de base, c'est vraiment le témoignage des gens qui nous rapportent leur observation, pour étudier dans ces témoignages s'il n'y a pas des biais de perception qui entacheraient leur façon de nous raconter ce qu'ils ont vu. Et comme on est tous touchés par des biais cognitifs, il y en a certains qui sont plus ou moins évidents lorsque les gens mélangent l'émotion et réalité de ce qu'ils ont vu, et la façon dont ils nous le racontent, ça se retranscrit. Donc ces gens-là nous aident non pas à tracer le profil psychologique des gens, on ne peut pas se le permettre, c'est pas la mission du GEPAN, mais vraiment sur le récit. Là, c'est sur le récit, sur la façon de faire un entretien auprès du témoin. On a des méthodologies d'entretien cognitif qui sont développées avec eux, qui nous permettent de remonter ce qui est vrai et faux souvenir. Voilà. Et c'est un professeur de psychologie judiciaire qui travaille avec nous. Hein, donc, lui, il travaille pour essayer quand les gens mentent. Et nous, c'est plutôt quand les gens veulent dire la vérité, mais ils reconstruisent du souvenir. Voilà. Okay. On essaie de détecter tout ça. Et donc, justement, c'est un des aspects assez intéressants, c'est que tu étais donc scientifique, tu as vu des choses, ça a toujours été assez vraiment rationnel, enfin voilà, de la mesure, des choses que tu pouvais observer, mesurer. Les sciences dures, je sais pas si ça existe encore. Mais du coup, là, tu as dit de former. Et justement, ce que tes témoignages, on a justement une petite image de tout ce qui encadre ça. Donc là, c'est des choses, tu as dû te former, tu as des équipes, tu as été toi-même te former, du coup. Bon, on s'intéresse après, il y a des choses qui sont vulgarisées, voilà, sur tout ce qui est biais de perception, il y a des biais cognitifs qui sont très connus, hein, lorsque les gens racontent. J'ai lu il n'y a pas très longtemps un ouvrage qui m'a été recommandé qui recense grosso modo une trentaine de biais cognitifs. Voilà. Et il y a des biais, le biais d'intention est un biais qui est typique des gens qui croient un petit peu trop voilà, c'est des gens qui voient quelque chose dans le ciel et j'ai l'impression qu'il m'a suivi. Donc ils prêtent une intention. Ah, une intention à ce qu'ils observent, voilà. Vis-à-vis d'eux-mêmes. Voilà, vis-à-vis d'eux-mêmes. Alors pourquoi ? D'accord. Il y a plusieurs raisons. Parce qu'ils se croient l'élus, parce que ils étaient là au mauvais moment, ou parce que c'est eux. Voilà. Mais ce biais d'intention est quelque chose qu'on essaie de détecter. Enfin, pas que celui-là, mais en fait, c'est quand même quelque chose que l'on voit souvent dans des témoignages. Et c'est pas qu'ils nous mentent, mais globalement, ils vont nous raconter des choses. Et ça va être entaché de ce biais. Donc, quand on va déployer notre méthodologie d'enquête, on va partir sur des fausses pistes. Voilà. D'accord. Donc là, c'est vraiment un peu la première étape. Ça, justement, là, ça fait peut-être la transition avec l'enquête. Ça va être épurer la donnée d'entrée pour essayer après à enquêter sur des bases un peu saines, en enlevant pas tous les biais. Enfin voilà, mettre un peu plein de filtres. Alors, ce travail est fait par les enquêteurs aussi. Hein. Donc, le deuxième, si tu remets le schéma, je le remets. Il y a le deuxième organe, là, à droite, c'est les enquêteurs. Donc on travaille, la spécificité du GEPAN, c'est qu'on travaille avec des enquêteurs bénévoles. N'importe qui peut être enquêteur auprès du GEPAN, enfin, quand je dis n'importe qui, on sélectionne, hein, bien sûr, parce qu'on n'a pas beaucoup de place, mais les gens qui ont une passion particulière, ou pour le spatial, l'aérospatial, la technique d'enquête,
enquête ou les 3, ils peuvent postuler pour être enquêteurs au GEPAN. Et nous, le GEPAN et également des enquêteurs qui sont très aguerris dispensent une formation à ces enquêteurs pour qu'ils puissent appliquer la méthodologie que l'on prône pour enquêter sur les pans. D'accord. Voilà. Ils viennent au CNES. On leur dispense une formation, on leur donne des informations complémentaires. Ils sont formés justement aux techniques d'entretien cognitif, quelque chose que je vous dis qui est très très important pour nous, et ce qui nous permet d'avoir en totale autonomie. On a un pool d'une quinzaine d'enquêteurs actuellement qui sont en totale autonomie pour traiter l'enquête. Donc voilà, vous repliez vraiment sur cette base de personnes qui sont un peu passionnées, qui sont vraiment intéressées. Vous les recrutez, vous les formez, et après, vous leur confiez des enquêtes. On les lâche pas, mais en fait, on leur fait confiance de bout en bout. D'accord. Voilà, donc on leur envoie ils ont des lettres de mission officielles du CNES et du GEPAN pour pouvoir interroger les pouvoirs publics, les mairies, les syndicats initiatives, les pompiers, tout ce qu'ils peuvent. Ils peuvent présenter ce document officiel. Ils disent qu'ils enquêtent pour le GEPAN et globalement, ça ouvre les portes. Donc ils peuvent déployer l'enquête. Quand ils vont sur le terrain, ils vont notamment... ils peuvent pousser des portes et habituellement on leur répond. Voilà. Okay. Et donc on les laisse en totale autonomie jusqu'à qu'ils nous proposent, on les aide bien sûr. Moi j'ai une enquêtrice attitrée au service qui sert la coordination d'enquête et qui justement aide justement à canaliser le flux d'informations qui viennent des services de l'État en fonction de la catégorie d'enquête. Et mais ils vont jusqu'à proposer la classification du cas. D'accord, alors ça, on va peut-être y revenir juste après. Donc là, on a fait le tour de tous ceux qui sont... Pas tous, non, parce que aussi... quand les enquêtes sont difficiles, on réunit ce qu'on appelle un comité d'experts, un collège d'experts. Donc ça, c'est la case centrale. Voilà. Donc il y a également une quinzaine de personnes qui sont des sommités, je dirais, au niveau national, dans plein de domaines. Donc on a des pilotes, des anciens pilotes, des pilotes d'hélicoptères, des gens spécialistes de drones, des gens spécialistes de la météo, de la foudre, des plasmas, de la détection radar, des parachutes, pour avoir la bonne compétence pour une certaine enquête. Voilà, d'oiseaux, les solliciter. Ornithologie, beaucoup de choses les gens qu'on le sollicite quelques fois par an sur des enquêtes difficiles et qui permettent de donner leur avis sur une hypothèse que l'on a émise ou nous réorienter l'enquête. Et pour boucler la boucle, le GEPAN est piloté, ou plutôt surveillé, je sais pas, entre les deux, parce qu'on appelle le COPEPAN, donc le comité de pilotage du GEPAN. Voilà, donc le comité de pilotage du GEPAN, ce sont globalement mon management et des managers des services de l'État que l'on côtoie, à qui je présente le travail. D'accord. Et qui valide le travail que l'on a fait, la feuille de route. Et le président du COPEPAN rapporte directement au PDG du CNES. D'accord, donc c'est vraiment un organe qui est vraiment... Voilà, c'est un organe consultatif, mais qui peut pousser la porte et dire, voilà, le GEPAN, il remplit ses missions, il va au-delà. Voilà, c'est très... On nous pose une question. Combien d'enquêtes sont menées par an et est-ce qu'il y a eu une évolution sur le nombre d'enquêtes, justement, au fil des années ? On reçoit à peu près 800 signalements par an. On reçoit énormément de courriers, de témoignages, et on extrait, je dirais, à peu près 800 signalements de cas d'observation. Et on arrive à répondre assez rapidement sur la majorité. Okay. Voilà. Et on diligente des enquêtes, une centaine d'enquêtes par an. Okay. Voilà. Ça, c'est la procédure fouillée, complète, en mettant en place toute la méthodologie qui est résumée dans les rapports d'enquête. Ok, donc ça fait quand même un bon... Tout ça, c'est réparti sur 15 enquêteurs, plus la personne qui est chez nous. Donc voilà, vous voyez le ratio, donc on leur demande qu'ils s'investissent un petit peu. Voilà. Ok, effectivement, on n'y va pas comme ça pour faire une petite enquête par an, non, c'est qu'un enquêteur au GEPAN, on est... Et du coup, je propose qu'on... Tu avais une question sur le chat. Il y en a plusieurs, effectivement. Comme il y a beaucoup de choses sur les enquêtes, je pensais repartir peut-être sur la question, justement, est-ce qu'on a une enquête type et est-ce qu'on peut suivre un peu la résolution de cette enquête, si jamais tu as un truc qui va autour de ça. Exactement, on avait justement reparti un peu, je crois que tu nous avais parlé de 7 étapes, il y a une image qui va s'afficher, de 7 étapes lors du déroulement d'une enquête, c'est ça ? Je ne pense pas que ce soit les 7 étapes du déroulement de l'enquête, c'est les 7 étapes pour la résolution du cas et le classement. Enfin, je vais y revenir. Donc, ces 7 étapes, il y a des choses très importantes, des messages à passer aussi. Voilà, le GEPAN est notre client, c'est le témoin, c'est ce que j'ai dit. Donc, la collecte du témoignage est une étape importante, qui est faite par le site web du GEPAN, l'adresse générique, des courriers postaux, les gendarmes, des PV, la DGAC, plein de tous les canaux possibles. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la constitution d'un dossier.
Et ça, c'est pas que de la paperasse. D'accord. C'est terrible, c'est peut-être même l'étape primordiale pour nous. Hein. Le GEPAN d'enquête, on est tenu de publier nos résultats. Donc le GEPAN n'enquêtera sur un cas que s'il a obtenu l'autorisation au préalable du témoin que l'on peut publier ce qu'on va trouver, quel que soit le résultat. Donc le témoin et le client, et donc c'est aussi lui qui va peut-être, Voilà. si finalement il se rétracte, il Si, n'y aura pas s'il d'enquête. veut pas, moi j'enquête pas. Ouais. Le GEPAN ne fait pas d'enquête privée. Parce qu'il y a le I, donc voilà, vous n'êtes pas des enquêtes. Enfin voilà, Voilà, c'est un il y a truc des d'information, associations qui donc peuvent le faire éventuellement, mais Vous moi voulez je- informer, donc si on ne peut pas informer, ça sort des missions Voilà. du GEPAN. Bon, globalement, ils disent oui, Ouais. parce que le pendant, c'est après, on assure une anonymisation de Bien sûr. tous les travaux d'enquête, donc tout ce qui est publié sur le site, le rapport d'enquête, les photos qui sont produites par les témoins, les films, tout ce qui peut être produit, le matériel d'enquête qui est utilisé et étudié, il est anonymisé. On a une documentaliste qui travaille à plein temps pour nous, qui anonymise tout. On peut Ok. pas. On pourrait, en fouillant, chercher, mais vous ne trouverez jamais le nom de la personne qui a témoigné. Vous ne trouverez jamais des caractéristiques personnelles qui seront sur publiées. Voilà. D'accord. C'est très notre important. partie du contrat. Voilà. Après, il y a une étape de précaractérisation. Donc, après la création du dossier, justement, c'est la collecte de ces informations auprès des services de l'État ou auprès du CNES. Et donc, on confie. Donc, ça, c'est fait par les gens de mon équipe. Hein, donc, Ouais. voilà. Et ensuite, on confie tout le matériel d'enquête aux enquêteurs qui mènent l'enquête, qui vont proposer une classification. Je ne sais pas si tu as le schéma. Je l'ai, peut-être. j'arrive. Voilà. On reviendra sur celui-là. Une classification sur le cas. Hein, voilà. Donc il y a quatre lettres qui caractérisent le cas. Hein. Donc là, vous avez ici, je retenu une illustration récente, je vois qu'il y a 3200 et quelques cas publiés. Donc ça, c'est le nombre de cas qui sont publiés sur le site web du GEPAN. Donc c'est très complet depuis 2005, puisque c'était notre mission. Après, avant 2005, on a publié, c'est les archives qui ont été publiées. Je pourrais y revenir dessus, mais ça a été un peu plus compliqué. Voilà, c'est pas la même mission. En tout cas, Donc- voilà, ces cas-là sont tous documentés. Ils sont tous sur le documentés, site, et vous c'est, avez voilà, la tout stat. est automisé, vous Et donc avez classifié selon PV ces 4 lettres. gendarmerie, les rapports, Ouais. les photos, les vidéos, les croquis, enfin, tout est classé. Et donc là, vous avez dans la classification qui va de A à D. Donc A, ce sont les phénomènes que l'on a parfaitement identifiés, à peu près un quart de choses dont on est sûr que la personne, c'est une méprise, elle s'est trompée, elle a vu ça, ou elle n'a pas su reconnaître, enfin, il n'y a pas de D'accord. mal. Hein. Donc la classification B, où en fait, dans ce cadre-là, ce sont également un phénomène qu'on a identifié. Très probablement, il nous manque, je dirais, dans la preuve ultime au niveau temporalité ou origine que l'on n'a pas pu trouver, qui nous permet, on laisse un petit peu la place au doute, mais on est quand même sûr que c'est ça que la D'accord. personne a vu. La catégorie C, là, ce sont des cas qui n'ont pas pu être identifiés. Donc par manque d'informations, hein, c'est-à-dire que l'enquête a débuté, l'enquête s'est déroulée, on a déployé une méthodologie d'enquête la plus complète que l'on a pu, et on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a des choses qui ne collent pas, le témoin devient récalcitrant, il y a Trop d'obstacles, en fait, trop sur- d'obstacles, pour pouvoir mener les choses. pour mener On les va choses essayer au de bout, en faisant intervenir aussi des bénévoles qui ne sont pas non plus des professionnels, mais bien qu'ils soient très perspicaces. Et donc là, quelquefois, on abandonne l'enquête et on dit on n'a pas trouvé, donc on dit qu'on n'a pas trouvé. Ok. Mais c'est par manque d'informations. Et la dernière catégorie, la catégorie D, donc à peu près 3% des cas, il y en a un peu plus de 100 qui sont publiés sur le site, hein. Ce sont des cas qui ont été enquêtés par le GEPAN, avec le I, mais également par le GEPAN sans le I, pour lesquels on n'a pas trouvé d'explication. Là, il y avait assez de données, il y avait tout. Il y a Par assez contre, de voilà, ça fait données. partie des cas J'ai non considéré que la méthodologie d'enquête j'ai, depuis que je suis en poste, considéré que la méthodologie d'enquête a été conduite avec le maximum de chances pour que ça aboutisse, qu'on avait suffisamment d'informations, que le témoin était coopératif, que plein de choses se sont alignées, et malgré ça, on ne sait pas identifier ce que la personne a vu. expliquées. D'accord. Et ça, Voilà, ce sont des cas qui sont classés D. On a aussi des processus de revisite de ces cas-là. Hein. Il nous arrive de retrouver l'explication, un cas D. L'an dernier, il y a quelque chose qui était classé D en 2014, on a trouvé la solution en 2024. D'accord. Avec l'évolution peut-être des données, il y a des l'évolution, choses, de la marge un pour nouveau faire témoignage l'enquête. Ouais. qui arrive, parce qu'on a une base riche de plus de 18 000 témoignages. Hein, Ah oui, d'accord. Donc Ok, on c'est a, énorme. tout ça, c'est classé par jour, par heure, par région, et tout ça, on peut y revenir, croiser. Vous pouvez rouvrir les des cas choses, comme on ça, peut comme on rouvrir des rouvre cas, des voilà, enquêtes voilà. policières ou autres, C'est on ça. rouvre un Ouais. cas Voilà. parce qu'on a une nouvelle manière de faire ou on a... C'est Ok, ça. d'accord.
On va la répartir. Bah oui, ce graphe, il est assez intéressant. Donc du coup, là, on est dans le... Si je reviens sur l'enquête, donc là, à ce moment-là... La classification est proposée. Ouais. Elle est avalisée donc par mon équipe et c'est moi qui ai le dernier mot. Voilà, donc, D'accord. et c'est publié. Donc il y a une phase d'anonymisation. Donc ce que je dis est très important pour nous. C'est le pendant de l'autorisation que l'on fait aux témoins, que l'on demande aux témoins. Et la publication sur le site web. Donc vous avez les 3200 cas qui sont publiés et on continue à en publier au rythme d'une quinzaine tous les 2 mois en fonction de ce qui nous arrive et de ce que l'on traite. D'accord. Ok, donc voilà, là on a vu toutes les étapes, donc il y a toute la partie un peu paperasse, recueillir plein de choses, tout le témoignage, donc le côté humain, plus tous les autres, tout ce qu'il peut y avoir en plus, tout classifier, de remettre ça aux enquêteurs qui ensuite vont mener l'enquête, classifier, et après le stocker sur le site pour que ce soit accessible à tout le monde avec anonymisation. C'est cela. Ok. Et bah, du coup, la question qu'on avait aussi beaucoup dans le chat et qui nous intéresse, c'est est-ce que tu aurais des petits exemples d'enquêtes ou de choses? Alors, moi, j'ai une petite illustration de choses qu'on a pu voir qui sont des personnes ont fait des témoignages. Est-ce que tu as des exemples, toi, d'enquêtes dont tu as envie de parler, de choses qui sont un peu des cas courants ou des choses Qu'est-ce que. Voilà. Enfin, bon, là, ce que vous avez, je pense, c'est des images de choses pour des méprises, bon, tout à fait classiques. Après, sur les, voilà, par rapport à un aéronef, par rapport à une rentrée atmosphérique, un bolide, enfin, c'est des choses que les gens n'ont pas su reconnaître et que, bon, on a une certaine expérience. Et puis, des fois, c'est difficile à reconnaître aussi. Ça, c'est la catégorie A, du coup, en général, assez facilement. A ou B, oui, A ou B, voilà. Okay. On parle. On a également des connexions avec d'autres réseaux. On a par exemple le réseau Fripon, qui est un réseau d'identification et de collecte de tout ce qui est bolide qui rentre sur le territoire national, donc des météorides, voilà, que l'on consulte aussi, qui est ouvert et qui nous donne des informations. Il y a énormément d'outils qui sont à la disposition de l'enquêteur et donc qui permettent de développer cette méthodologie et de fil en aiguille, après avoir adressé la situation astronomique, aéronautique, météorologique, ornithologique, les cas de rentrée atmosphérique, on arrive bon an mal an à voir ou pas quelle est l'hypothèse qui colle ou pas à l'observation, ce qui nous permet d'évaluer l'étrangeté. Si aucune hypothèse ne colle à l'observation, l'étrangeté demeure très forte. Et dans le diagramme que l'on réalise pour classer les cas A, B, C et D, c'est un diagramme qui parle qui trace la consistance du cas en fonction de l'étrangeté. D'accord. Voilà. Donc consistance en ordonnée et étrangeté en abscisse. En abscisse, voilà. Okay. Et sachant que la consistance, c'est le produit entre la quantité d'informations et la fiabilité des informations. Tous ces paramètres sont pondérés dans une moulinette interne, et ensuite il y a une étude mathématique en fait qui nous dit le produit consistance, le produit quantité d'information, fiabilité, l'étrangeté résiduelle par rapport à la confrontation à une hypothèse. Tout ça passe dans une moulinette, ça nous place un point sur ce diagramme et ça tombe A, B, C ou D. Ok. Voilà, et c'est comme ça que l'on fait depuis. Et ça s'est un petit peu affiné. On est en train de travailler encore, mais ça permet aussi d'avoir, par rapport à tout ce qui s'est vu depuis les dernières années, on a gardé la même substance pour avoir un repère, quoi, qu'on n'ait pas changé la façon de noter les cas du GEPAN, qui reste. Cette classification, on la retrouve un petit peu partout. Elle est reprise un petit peu partout, au niveau des associations ufologiques et également d'organismes internationaux. D'accord, donc c'est un truc un peu standard. Enfin voilà, c'est les grandes catégories qui vont être utilisées partout dans le monde, parce que oui, il n'y a pas que des témoignages en France, donc évidemment, il y aura des choses. Ok. Et du coup, toi, depuis que tu as pris, donc là, en 1 an et demi, oui, on a beaucoup on avance bien sur le créneau. J'espère que ça vous intéresse. Il y a plein de questions dans le chat. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais du coup, c'est passionnant, c'est passionnant. Est-ce que depuis que tu es arrivé, il y a des cas qui t'ont un petit peu marqué? Il y a des choses là, par exemple, je sais pas, des KD ou des choses que tu suspectais pas qui existaient dans les choses. Est-ce que les KD, ils sont publiés, donc vous pouvez les voir. Moi, je vous parlais d'un cas qui nous interloque depuis quelques temps avec quelques enquêteurs. On a plusieurs observations sur le territoire national des gens qui ont rapporté des observations qui se croisent, et des gens qui ne se connaissent pas partout sur le territoire. Et également, on a des informations avec des liens qu'on a avec des associations en Belgique aussi, notamment. D'accord. D'apparition de 3 anneaux lumineux orange qui voleraient information à une distance, je n'estime pas une altitude pas très importante.
Et cette observation qui nous a été racontée par plusieurs témoins qui ne se connaissent pas sur plusieurs zones du territoire, on n'arrive pas à l'expliquer. D'accord. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de travailler de façon acharnée, on mobilise le comité d'experts dessus. On a suffisamment d'informations pour la classer non identifiée, on l'a classée D parce qu'on a vraiment cherché. Et les autres, l'enquête est en cours pour voir si on a suffisamment d'informations ici pour considérer que l'enquête est aboutie. Et ça aboutira sûrement en classement D, on va voir comment ça évolue. Mais ça, c'est quelque chose qui est quand même assez étonnant de trouver actuellement des observations qui sont rapportées, qui sont, apparemment les gens ont vu la même chose. Il n'y a pas eu de vidéo là, dans ces cas-là, ils n'ont pas pensé à sortir leur téléphone parce qu'on apparemment pas ça maintenant. La chose qui est commune, c'est qu'ils ont été abasourdis de voir ça. C'est quelque chose qui les a très étonnés. C'est pas banal. Et on ne comprend pas. On ne sait pas ce qu'ils ont vu. On est sûr qu'ils ont vu quelque chose, puisque ça a déjà été rapporté par plusieurs. D'accord. Et puis globalement, nous, on croit les gens. Ça fait partie aussi de l'ADN du GEPAN. Les gens qui nous contactent, ils ont vu quelque chose. Alors, quelquefois, ils n'ont pas su le reconnaître. Quelquefois, ils sont affolés. Quelquefois, ils sont curieux. Il y en a très peu qui nous font des canulars. Ouais, j'avais un petit graphique là-dessus, justement. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, il faut que je le retrouve. Mais oui, dans l'idée, à chaque fois, c'est celui-là. Je ne sais plus si on le voyait sur celui-là. Bon, c'est un petit souci. Non, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une minorité. En fait, on a 2% de canulars sur les gens. Et on a des outils qui nous permettent de détecter, d'authentifier des photos. Enfin, on a des choses. Justement, c'était la question autour de l'intelligence artificielle. Vous avez des outils pour essayer justement. Alors, l'intelligence artificielle, peut-être. Pour le moment, on a très peu été sollicité. Enfin, on ne pense pas. Enfin, voilà. Pour le moment, on n'a pas de gens qui d'images truquées, de choses voilà, comme ça. des images truquées, on en a, mais je dirais des images générées par l'IA. Pour le moment, on n'a pas trouvé. Je pense qu'on a encore la possibilité de les détecter, puisqu'on demande bien sûr les photos originales. Donc, même s'ils nous fournissent quelque chose, de les données EXIF ou autre, on va arriver à voir que c'est quelque chose qui est. Voilà. On a les logiciels d'authentification qui fonctionnent. On a donc un outil qui est développé par le GEPAN, qui est payé par le CNES et le GEPAN depuis une quinzaine d'années, dans lesquels tous les paramètres techniques des appareils photo et des smartphones sont rentrés. Donc on peut confronter les photos et valider que c'est la personne dans l'original, on sait avec quoi elle a pris la photo. Okay. On sait si elle utilise un zoom, on connaît s'il y a le GPS, on a les données, si on a la ligne de visée, on a tout. On peut travailler beaucoup sur ces photos-là, on peut y superposer des outils, Stellarium, des choses comme ça. Et ce qui nous permet vraiment d'authentifier d'abord les gens qui voudraient nous challenger et également d'apporter des informations pour résoudre les cas. D'accord, donc ça c'est vraiment, justement on a une question du chat en rapport avec ça. Donc tu disais qu'il y avait très peu de canulars, en tout cas de personnes qui ne sont pas là pour avoir une réponse mais qui sont là pour d'autres raisons. Mais il y a la question, je te trouve intéressant, est-ce que de fait de publier les rapports, il n'y a pas des personnes qui pourraient avoir envie de tout lire et qui vont aller inventer leur propre observation parce que ça colle bien avec les trucs dont on expliquait, non ça c'est pas des choses... Alors l'idée toi. Non mais c'est le chat, non mais c'est une question. Il est vicieux Antoine. Il sera bien, non mais c'est une question justement. En termes de biais humain, là, ce sera encore. Oui. Enfin, on peut tout imaginer, quoi. Les biais, on peut tout imaginer. Il y a un biais qui est très important au GEPAN, il s'appelle aussi qui nous touche à nous. Ça s'appelle le biais du point aveugle. C'est de croire nous-mêmes qu'on est moins sujet au biais que les autres. D'accord. Très important. Il faut faire très attention parce que tout le monde est sujet à des biais de perception, des biais cognitifs, et il faut faire attention. Nous-mêmes, on en a. Donc, c'est illusoire de penser parce qu'on est averti qu'on ne peut pas être touché par ça. Voilà. D'accord. Donc c'est important. Eh ben, je pense qu'on commence à avoir bien balayé. Donc, on a vu les différents types d'enquêtes. On a vu un petit peu, donc voilà, des enquêteurs bénévoles que vous allez missionner. Donc, avec le comité du GEPAN, vous allez recueillir un peu les données, vous allez les missionner. Ils vont faire leur enquête et classer ces cas. Et vous allez mettre tout ça en ligne. Donc là, si pour tous ceux qui nous écoutent, tout est en ligne. Il y a tous les rapports, donc plus de 3000. Oui, la transparence, c'est là-dessus qu'on est attendu aussi par le comité de pilotage. Ça fait partie des missions, une mission d'information. Vous y trouverez aussi des petites explications, des petits rapports sur des observations typiques. Actuellement c'est la mode des Starlink, donc le peuplement de l'orbite basse par Elon Musk, qui continue à être très, très important. Il y a 7000 satellites Starlink
en opération à 550 km de nous. Donc autant de personnes qui, quand ils les voient la première fois, se disent « Oh là là, c'est peut-être un phénomène que personne ne connaît. » Voilà, on connaît le phénomène des trends satellites. Ouais. Bon, ça, il commence à être connu, donc ça, on n'enquête plus dessus. Et bon, voilà, Ouais. voilà. Donc là, c'est quoi? C'est quand on voit plusieurs satellites qui suivent, c'est ça? Ça, ou... c'est le trend satellite, Ouais, quand ok. ils se suivent. Donc, c'est juste après qu'ils étaient, dispensés depuis le dernier étage de la Falcon 9. Là, ils sont tous à la queue leu, puis ils vont rester à la queue leu assez longtemps jusqu'à ce qu'on leur ordonne d'aller rejoindre leur place dans le réseau. C'est comme ça que fonctionne la mise en place du réseau d'Elon Musk. Mais on les voit maintenant aussi quand ils sortent à poste. C'est-à-dire que sous certaines configurations d'éclairement par le soleil, on est capable de les voir à poste. C'est-à-dire qu'on va les voir dans notre horizon assez bas, des petits points qui se croisent et qui sont assez typiques. Et on a les premiers cas qui nous ont été rapportés par les pilotes, qui voyaient ça, qui ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Ils nous disaient, mais on dirait que j'ai un combat aérien en face de moi. En plus, c'était dans la direction de l'Ukraine, vous voyez, des choses comme ça. Donc, il y avait... le pilote, il a la responsabilité de son équipage et des passagers. Et puis il dit, mais j'ai ce truc-là dans mon horizon, là, on dirait deux avions qui se fightent. Et c'est typiquement ça. Et donc on a déterminé et retrouvé les conditions qui font que les satellites de Starlink puissent se voir et être confondus avec de telle sorte. Ok, donc ça fait partie des cas un petit peu récurrents avec les nouveaux objets spatiaux. Donc ça, on est passé un peu là sur le futur du GEPAN. Est-ce que je pense, on a une question là dans le chat, je vois, au sujet des réseaux sociaux, et moi j'avais aussi une question un peu en lien avec la société. Maintenant, on a envie de réponses de plus en plus vite. Est-ce que c'est des choses où vous arrivez à rester encore dans votre temporalité, ou est-ce que vous avez changé un peu les process pour répondre, aussi à l'évolution de la société qui veut toujours, on publie un truc sur les réseaux sociaux, directement on voudrait avoir la réponse ou autre. Comment ça vous adaptez un peu à ça, par exemple? On se méfie beaucoup d'une réponse immédiate. Bien sûr. Parce que les gens, souvent, quand les gens veulent une réponse immédiate, c'est bon, quelquefois utilisé à mauvais escient. Et le GEPAN n'a pas la réputation d'aller vite. Dans certains cas, même si on a la réponse dans la minute, on ne va pas répondre dans la minute. On va répondre un jour après. Voilà. Parce que... on se méfie de l'emballement, et puis on se rend compte que les gens, ils peuvent avoir, sauf si les gens sont apeurés ou inquiets, là on leur répond vite, c'est clair, on regarde un peu leur état d'esprit au moment de l'observation, mais on n'a pas la réputation de répondre vite. Il y a certaines enquêtes qui durent plusieurs années. Il faut le temps de retourner voir le témoin s'il y a besoin. Il faut retrouver le témoin. Tout ça, on a tout enregistré, mais c'est clair que c'est... Voilà, on n'a pas la temporalité, on est très méfiant sur l'immédiateté. Il y a quelques expériences, et puis le CNES n'est pas, le GEPAN n'est pas sur les réseaux sociaux non plus, propre. Donc ça, c'est une volonté du CNES. On n'est pas dimensionné pour répondre, vous imaginez. Et on sait que le GEPAN est très largement attaqué par une catégorie de gens qui refusent, je dirais, une réponse rationnelle quand on peut l'apporter, et qui, quelque part, ils disent, c'est à la mode, on cache la vérité. Et donc ça, on le sait aussi. Et donc voilà, vous prenez le temps des enquêtes, parce que vous faites, c'est pas un commentaire sur une publication des réseaux sociaux, vous prenez le temps de faire des enquêtes vraiment sourcées, et donc vous affranchissez de ça, et ça vous permet de garder même quand on n'a pas besoin d'une grande enquête, on est assez méfiant. Alors après, il y a des journalistes aussi qui viennent nous voir et qui veulent une réponse immédiate, parce qu'ils veulent mettre ça dans un journal. Donc là, on essaie de voir, on essaie de leur répondre, mais on est très très prudent, très prudent. Et puis on n'est pas non plus dimensionné pour répondre rapidement. Il faut que les processus changent. Est-ce que c'est une forte volonté? Mais c'est pas la mienne. Je me suis rendu compte plusieurs fois, quand on a répondu rapidement, que ça nous a porté un préjudice derrière, parce que les gens ont utilisé à mauvais escient. Donc faut laisser les gens c'est intéressant de voir même s'il y a pas, c'est pas grave en soi, c'est toujours désagréable. Okay. Voilà.
Et donc, tu as d'ailleurs commencé un peu à le dire, il y a certains types de populations, il y a des choses, enfin voilà, c'est quand même un sujet éminemment, c'est presque un sujet sociologique à part entière. Et il y a, je crois, je voulais te laisser la parole sur un sujet, une petite mention au sujet du complot, avec des choses que il me semble, tu n'apprécies pas trop dans des choses qui sont couramment employées dans les médias, dans plein de choses, et par beaucoup de personnes. Donc voilà, c'est la théorie du complot qui ça n'existe pas, il n'y a pas de théorie derrière. Oui, c'est ça. Moi, j'entends à tort et à travers tout le monde parler de théorie du complot. Moi, ce terme, je ne comprends pas que les gens emploient ce mot, théorie du complot. Il n'y a pas de théorie dans le complot. La théorie, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est ce que je mets en place dans ma carrière, c'est ce que vous mettez en place dans la vôtre, c'est la théorie de la trajectoire de la Lune, la dérive des continents, tout ça c'est théorisé. Ça c'est scientifique. Voilà, c'est basé sur une expérimentation, c'est théorisé, c'est démontré, ça peut être reproduit, ça peut être prédit, c'est ça une théorie. Le complot, c'est pas ça. Ouais. Voilà, le complot, ce sont plutôt des scénarios, ou des scénarii. Des fables, scénarii. Ouais. C'est scénarisé. Voilà. Il y a de très bons scénaristes. Il y a de très très bons scénaristes. Et donc la pensée complotiste, le scénario du complot, oui, mais la théorie du complot, non. Voilà. Et malheureusement, ce mot est employé par tout le monde, je dirais, c'est rentré, et moi, je trouve que c'est dans le langage courant alors que ça ne devrait pas l'être. Et en plus, une théorie, c'est vraiment quelque chose. Voilà, et en plus, ça donne une importance, ça donne encore une importance au complot. En disant que c'est théorisé, donc voilà, c'est quelque chose que je souligne souvent, voilà, quand on m'en donne l'occasion. D'accord. Voilà, moi je trouvais ça important. Et puis après, j'avais deux petites questions pour la fin. La première, ce serait parce qu'on a déjà fait beaucoup d'interviews, j'espère que ça vous intéresse. Dans le chat il y a eu beaucoup de choses, mais en tout cas moi ça m'intéresse énormément. Donc déjà ce serait dans l'imaginaire collectif, le GEPAN actuellement c'est un peu la série OVNI qui est sortie donc il n'y a pas si longtemps que ça doit faire un ou 2 ans peut-être. 2020 5 ans, bon bref. Ouais. Pas dans le Covid. T'es pas loin mais bon. Pas dans le Covid. Du coup c'est vrai que le GEPAN il est très bien mis en valeur. Du coup qu'est-ce que vous en avez pensé, vous GEPAN, vous avez été un peu consulté, ils vous ont demandé comment ça s'est passé? Oui, moi j'étais pas au GEPAN, mais je sais que mes prédécesseurs ont été consultés, donc la scénariste, la créatrice, une co-créatrice, donc Clémence Dargent, était venue sur site dans le cadre d'une mission de formation, une rencontre entre l'art et la technique, et puis elle était tombée nez à nez avec un bureau où les gens faisaient des choses saugrenues, et c'était le GEPAN, donc ça lui a donné l'idée de créer cette série. Je peux vous le dire parce que je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré dans le cadre d'une conférence, pas très loin d'ici. Moi, j'ai fait ma conférence, elle était dans l'auditoire, et après, on a fait une espèce de petite table ronde. Donc, elle m'a raconté un petit peu la genèse de tout ça. Et la série OVNI, moi, je trouve que c'est très bien, parce que c'est une série qu'il faut choper sur Canal+, donc je ne sais pas si c'est toujours le cas, si c'est possible, mais les deux premiers épisodes du GEPAN, si vous les regardez, vous avez résumé tout ce que je vous ai raconté depuis le début, qui est parfaitement illustré. Ils ont fait un vrai travail pour rendre les choses... C'est très, voilà, mis à part que là, c'est le GEPAN de 1977 aussi, donc le travail d'enquête fait par les gens du GEPAN. Il n'y avait pas cette dimension d'enquêteur bénévole. C'était vraiment, voilà. Mais c'est très, très, très ressemblant, c'est assez bienveillant. Et bon, après, bien sûr, c'est scénarisé, ça part sur des... Voilà, oui, bien sûr. C'est normal. En tout cas, la base de... Moi, la base, moi, j'ai aucun problème avec la série OVNI. Il est clair en allant vraiment dans vos locaux le voir. Ah oui, ça s'est passé comme ça. Donc, Clémence est venue, donc elle a fait la rencontre entre l'art et la technique. On lui a montré plein de trucs super, des salles de contrôle, des fusées, des ordinateurs, des trucs. Puis à un moment donné, une embouchure, mais qu'est-ce qui se passe là? Là, c'est le GEPAN. Ah ouais, c'est quoi le GEPAN? Elle a vu, voilà, un petit peu un anachronisme par rapport à tout ça, parce que tout ce qu'elle avait vu, et l'idée a germé de faire une série dessus, et donc c'est appuyé sur la catégorie A, B, C ou D. Elle est reprise dans le
dans la série. Elle a mis en scène des instruments d'époque qui étaient utilisés par le GEPAN, un truc qui s'appelait le Simovni, qui est voilà, c'est un truc pour simuler une espèce de théodolite avec des systèmes de miroirs qui permettaient de bien positionner les choses qu'avaient vues les gens dans leur observation. Et voilà, elle a pris à peu près le même effectif qu'il y avait au GEPAN à l'époque. Enfin voilà, c'est vraiment assez fidèle. Et tout ça traité de façon légère, mais c'est assez bien fait. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais alors moi j'ai pas encore eu l'occasion. Mes amis m'en parlent beaucoup, mais en tout cas oui, je sais que c'est génial. C'est bien aussi de mettre en valeur du coup, parce qu'effectivement c'est pas si connu que ça. Enfin du grand public, c'est un moyen comme un autre de mettre en valeur ce c'est un assez vieux organisme. C'est plutôt connu par des générations. Bon alors moi j'ai fait pas mal d'actions de communication auprès des jeunes. Bon ça me donne l'occasion, merci. Mais c'est vrai que je cherche pas de travail, mais enfin si les gens sont ont une interrogation particulière, il ne faut pas hésiter à témoigner auprès du GEPAN. Donc on assurera l'anonymat, ça c'est notre leitmotiv. On vous posera des questions et on vous expliquera comment on enquête, parce que les enquêteurs ils prennent contact avec les témoins, donc c'est en toute transparence. Et puis voilà, vous pourrez lire une carte à la fin vous saurez lire une carte de l'armée de l'air de l'espace qui permet de voir les traces radars vous pourrez capable d'analyser la nébulosité telle que les fournie par Météo France. C'est une ouverture. Voilà, donc vous pouvez trouver son intérêt là aussi. Ok. Eh ben je pense qu'on va en rester là-dessus. Merci beaucoup. Merci.